Ok, bonjour, bienvenue à tous donc, dans une nouvelle capsule du cours de modèle linéaire appliqué. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur ce qui s'appelle les moindres carrés généralisés, les MCG, qui se pose la question est-ce que les hypothèses qu'on avait faites jusqu'à présent sont pertinentes ou pas. Ok, donc on avait discuté un petit peu un certain point. Là, je vais revenir sur l'hypothèse H2 qui concernait les résidus sur lesquels on pourra discuter. Donc je pars de l'idée que mon modèle était bon, c'est-à-dire j'ai un modèle linéaire, ok, de la forme y égale x bêta plus epsilon. Euh, Je suppose que H1 est vrai. D'accord. Donc je vais garder mon hypothèse H1. H1 est lié au fait que cette matrice X transposée X, elle a un inverse. Okay. Donc X est de plein rang colonne. Okay. Ça, je ne vais pas y toucher. Je vais juste revenir sur l'hypothèse H2. Alors désolé, j'ai oublié de l'écrire. Je vais la remettre, mais H2, vous devez la connaître par cœur. C'est tout simplement dire H2, je dis que mes résidus sont alors, je vais vous le mettre sous une forme matricielle, ce sera plus simple, mais c'est tout simplement dire que l'espérance de epsilon elle valait 0, c'est-à-dire que mes résidus sont centrés, et que la variance de mes résidus, elle valait sigma 2 fois identité. Okay, donc, cette écriture-là me permettait de dire deux choses. Elle me disait, premièrement, j'ai la même variance partout. Donc, la variance des epsilon i, elle vaut sigma carré. Donc, j'ai des résidus qui ont la même variance, un modèle homocélastique. Et en plus, ce que ça me dit, c'est que la covariance entre epsilon i et epsilon i', ça vaut forcément 0 quand i est différent de i'. Okay, donc, c'était la notion de variable indépendante. On pourrait se demander, est-ce que cette hypothèse, cette seconde hypothèse, est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Qu'est-ce qui se passerait si j'avais quelque chose de la forme suivante? On va supposer que la variance de mes epsilon, c'est quelque chose de la forme sigma 2 oméga. Okay, donc, alors, je veux quand même que ce soit une matrice de variance-covariance, donc je vais quand même supposer que j'ai une matrice qui est symétrique définie positive. Okay, il y a un sigma 2 qu'on va garder essentiellement parce que certes, ça pose un problème d'identifiabilité de modèle, mais ça me permet d'avoir quelque chose un peu plus simple et de faire un parallèle avec un- le cas des moindres carrés standard. Okay, donc, c'est en gros, est-ce que je mets une matrice qui serait une matrice identité, multipliée par un certain coefficient, ou est-ce que je m'autorise à avoir une matrice un peu différente? Alors, le différent va se voir dans plusieurs sens. Est-ce que je peux m'autoriser à avoir des choses différentes euh, dans le premier sens, c'est-à-dire avoir des variances en epsilon i qui soient différentes? Okay, a priori, cette possibilité est autorisée. Pourquoi? Parce que j'ai la possibilité de jouer sur les coefficients diagonaux. Donc, si jamais je veux garder des choses indépendantes, mais pas avec la même variance, je peux l'avoir. Ce serait juste que j'ai une matrice oméga qui sera diagonale. Okay, mais je peux aussi avoir le cas plus général, qui serait le cas non indépendant. Okay, donc, en fait, on a quelque chose qui semble être effectivement une généralisation pertinente de cette hypothèse H2, okay, où je vais faire intervenir cette matrice oméga. Donc, on va essayer de voir un peu est-ce que ça change quelque chose. Donc, c'est ce qu'on appelle un modèle hétérocélastique. Donc, hétérocélastique me dit qu'a priori, la variance, elle n'est pas la même partout. Okay, et c'est ça qu'on va discuter un petit peu ici. Alors, quand est-ce qu'on a ce problème-là? Ben, en fait, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu parce que j'avais déjà fait une petite capsule qui parlait de ça. C'était l'idée de mettre des poids. Je vous l'ai présenté de manière un peu différente. J'avais parlé des problèmes de poids en vous disant il y a des cas pour lesquels les données sont agrégées. Okay, donc, classiquement, quand je vous parle de données, je vous dis c'est des régressions sur les données individuelles. YI, c'est un individu, mais il existe des cas pour lesquels YI, ce n'est pas du tout un individu. Ça peut être un quartier, ça peut être un pays, ça peut être un comté, ça peut être absolument ce que vous voulez, ça peut être un groupe. Voilà. Et le problème, c'est que quand vous avez des individus qui n'ont pas la même groupe, et en particulier, je travaillais sur des bases qui étaient les États américains, où on a 50 États, 50 observations. Okay, quand on veut faire un modèle quelque part prédictif au niveau de données individuelles, mais que mes données sont arrivées au niveau agrégé, je suis obligé de mettre des poids parce que sinon ma régression est fausse. Quand vous avez des États qui ont une taille presque 100 fois plus grande que d'autres, ça pose un souci dans votre régression. Ça veut dire qu'il y a des observations qui pèsent pour 100 fois plus. Et donc, c'est un petit peu ce qui se cache ici. Donc, supposons que j'ai des individus qui sont mis dans des classes. Donc, j'ai des classes NK. Donc, au lieu d'avoir des observations qui sont des observations par classe, pardon, par état, je vais continuer à raisonner en termes d'état. Okay, donc, j'ai mon état J, okay, dans lesquels j'ai l'observation. Pardon. Ici, mes états s'appellent I. Donc, mon état I, par exemple, j'ai le revenu moyen dans l'état I. C'est la somme de tous les revenus des individus qui habitent dans cet état. Okay, donc, je peux toujours supposer que j'ai un modèle linéaire, sauf que je l'ai au niveau de mes états et non pas au niveau de mes individus, parce que je ne peux pas avoir de données individuelles. Okay, quand j'essaye de calculer la variance, okay, la variance, elle fait apparaître quoi? Elle fait apparaître quelque chose de la forme qui est en 1 sur en ni carré, la somme des variances
que j'avais au niveau individuel, au niveau de mes individus. Et supposons que mon vrai modèle, ce soit en fait un modèle en Y tilde qui soit de la forme x bêta plus epsilon, je peux supposer que sur mon Y tilde, par contre, j'ai quelque chose d'homocédastique. Je peux supposer que la variance de mes epsilon sur mon modèle sur données individuelles était effectivement en sigma 2 fois identité. Okay, dans ces cas-là, bah, si je mets ma variance, elle est de cette forme-là, mais dans ces cas-là, ici, je récupère NJ multiplié par sigma 2, et donc je récupère tout simplement ou NI, du sigma 2 sur NI. Okay, donc la variance que j'ai à l'intérieur d'un groupe, bah, en fait, elle va se retrouver tout simplement resserrée parce que je travaille sur le revenu moyen. Okay, donc là, je dis juste un truc que vous connaissez depuis le collégial, c'est que quand j'ai un groupe de taille N, c'est l'exemple que je prends sur la taille des individus. La taille moyenne la taille de mes individus suit une loi normale mu sigma 2. Ben, la taille moyenne, elle suit une loi normale un sigma carré sur n. Okay, donc j'ai cette division par n qui intervient parce que je moyennise. D'accord. Donc si jamais j'essaye de regarder ce qui se passe au niveau global, la variance de mon y, donc c'est la variance de mon epsilon, ben, elle va aussi s'écrire comme quelque chose en sigma 2 fois identité. Okay, donc on voit apparaître un sigma 2 fois oméga. Donc j'ai plus mon identité. Pourquoi? Parce que je retrouve une matrice diagonale avec des 1 sur n. Donc un cas assez classique de oméga, ça va être tout simplement le cas où oméga, c'est tout simplement la matrice diagonale avec des 1 sur n partout. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on avait obtenu la dernière fois quand on avait, je vous avais présenté l'histoire des poids. Okay, donc quand je vous disais de mettre des poids, ce qu'on avait vu, c'est que ça pouvait se faire simplement. Okay, donc ce qu'on verra, c'est qu'il y a sûrement une manière de traiter ce oméga, puisqu'on avait déjà réussi à le faire dans ce cas particulier ici, avec des poids. Et donc, on va l'adapter de manière plus générale avec des oméga. Okay, mais cet exemple dont je vous parle, les MCG, on l'avait déjà un petit peu vu quand je vous avais parlé de régression pondérée. Donc, on arrive par deux chemins différents sur une même type de formulation. Donc, on doit se douter que les deux doivent être liés ensemble. Okay, quand est-ce que je vais avoir ça? Je vais éventuellement avoir ça quand j'ai des groupes. Okay, je pourrais avoir des groupes, donc par exemple des hommes et des femmes. Okay, donc supposons que j'ai des individus, mais que je n'observe pas forcément cette variable y, ou alors je l'observe, mais j'ai envie d'en tenir compte. Okay, dans ces cas-là, je peux supposer, donc on va plutôt supposer qu'on est sur un modèle où j'observe le genre. Dans ces cas-là, je pourrais me dire, ça va avoir un impact sur ma moyenne, mais ça pourrait aussi avoir un impact sur ma variance. Peut-être que les garçons et les filles n'ont pas les mêmes variances. Donc je vous rappelle que quand on fait une régression, supposons que j'ai ici la taille des individus et que j'ai le poids, si jamais je veux faire une régression, donc ça c'est ma variable y, ça c'est ma variable x1, donc supposons que je veux faire une régression sur le poids et le genre, dans ces cas-là, je vais avoir un modèle de la forme suivante, donc les yi, ça va être bêta 0 plus bêta 1 xi, plus un coefficient, alpha, on va dire alpha 1, indicatrice que la personne, l'individu i, était un homme. Okay, donc ça, c'est ce que me dit mon modèle linéaire. Donc ça veut dire quoi en termes de prévision? Ça veut dire que je vais récupérer deux droites. Okay, je vais avoir cette droite de prévision peut-être pour les femmes, et je vais avoir une autre droite de régression pour les hommes qui va être peut-être ici. La différence, c'est quoi? C'est que la droite pour les femmes, elle va être tout simplement de la forme cette équation-là, donc bêta 0 plus bêta 1 xi. Et comment est-ce que je passe pour les hommes? Par une translation. Okay, donc j'ai tout simplement, j'ai la même pente, okay, mais j'ai tout simplement que quand je considère des hommes, dans ces cas-là, yi, c'est bêta 0 plus alpha 1 plus bêta 1 x1i. Okay, donc je récupère bien mon modèle linéaire. La seule chose, c'est que quand je faisais des modèles où je rajoutais ma variable de genre, ça avait un impact uniquement sur la moyenne, donc je décalais mes moyennes. Okay, là, on va s'autoriser une petite souplesse en plus qui consiste à dire quand j'ai des hommes, peut-être que les résidus ici, ils n'ont pas forcément les mêmes variances. Okay, peut-être que les hommes, j'ai plus de variabilité parce que, encore une fois, les tailles sont plus importantes, donc je pourrais imaginer que j'ai plus de variabilité. Donc, on va s'autoriser à avoir une variabilité qui sera sigma 1 dans le groupe 1 et sigma 2 dans le groupe 2. Okay, donc, je réévoque ça dans des slides. J'ai une série de slides qui doit s'appeler ANOVA 5 qui introduit l'idée des modèles mixtes. L'idée des modèles mixtes, ça va être ça. Ça va être de se dire, éventuellement, je peux m'autoriser à ce que les variances dans les groupes soient différentes. Okay, je ne ferai pas de capsule dessus parce que je pense que ce n'est pas tout à fait dans le programme, les modèles mixtes, même si c'est relativement populaire en assurance. L'idée de ces modèles mixtes, c'est de se dire, j'ai le droit d'avoir des variances différentes dans mes groupes. Okay, donc, c'est ce qu'on va essayer d'utiliser ici. Okay, donc, j'ai la possibilité de dire que dans un certain nombre de groupes, j'ai des variances qui sont différentes. Okay, donc, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais tout simplement dire en fait que
mes deux sigma 1 et mes sigma 2, bah, il y en a un qui sera du sigma 1 carré, qui sera de la forme pi1 multiplié par sigma carré, et sigma 2 carré, c'est pi2 multiplié par sigma carré. Donc ça va être en gros les deux poids que je mets par rapport à mon sigma carré. Sigma carré sera un peu la valeur moyenne dans ma population, et je vais mettre des poids, je vais mettre des valeurs différentes. Donc je vais m'autoriser à être un petit peu plus élevé pour les hommes, un petit peu plus faible pour les femmes que la variance globale. D'accord. Donc comment est-ce que je récupère cette matrice-là? Bah, tout simplement en notant que mon oméga va s'écrire encore une fois comme une matrice diagonale où je vais mettre, donc si jamais j'avais dans la base de données mis tous les hommes au début, toutes les femmes à la fin, bah, pour tous mes premiers individus hommes, je vais avoir un coefficient pi1, puis pour l'autre cas, je vais avoir un coefficient pi2. Okay. Donc ce type de modèle, avec ces oméga, ces MCG, permet de tenir compte d'une variabilité différente au sein de mes sous-groupes. Okay. Un autre cas qui est très populaire, c'est celui des séries chronologiques. J'en parlerai pas dans ce cours parce que ça a été supprimé du cours. Mais l'idée des séries chronologiques, c'est qu'il y a une notion de dépendance temporelle. Donc, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que normalement, j'ai le temps ici et que j'ai des observations YT-1, YT, YT plus 1, YT plus 2. Okay. Donc, autant quand je faisais des régressions standards, je vous disais bah, l'observation 1 ou l'observation 2 ou l'observation I, c'est pareil. Donc, j'avais cette notation YI, peu importe. I', c'était a priori des observations quelconques. Okay. Ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que si jamais je vous dis que I et I' c'est T et T plus 1, ce n'est pas pareil que de vous dire que c'est T et T plus 12. Okay. Donc, on a quelque chose qui est un peu potentiellement un petit peu différent. Et en particulier, il doit y avoir une notion de dynamique dans le temps qui peut exister. Un exemple très connu, c'est donc ce qu'on appelle les processus autorégressifs, dans lesquels je suppose que mes résidus, ils sont dirigés par une dynamique un peu particulière, dans le sens où la valeur de mon résidu en T plus 1, bah, ça va être fortement corrélé avec mon résidu à la date T, puis je vais avoir un bruit, okay, ce qu'on appelle un bruit blanc. Okay. Bon, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que quand on a une série d'epsilon qui vérifie une propriété de ce type-là, on a cette propriété, la propriété suivante, qui nous dit que la covariance qui va exister entre epsilon t et epsilon t plus k, ça va être proportionnel à du ρ puissance k. Okay, donc ce qui va être important, c'est l'écart qui existe entre deux séries. Okay. Exemple classique, les séries de température, quand vous avez enlevé une tendance et le cycle, on a typiquement ce genre de choses. L'écart de température par rapport à une valeur moyenne, une fois que vous avez enlevé le cycle des saisons, bah, l'écart de température, il est fortement lié à la température de la veille. Okay. Si jamais hier, il faisait plus chaud que la température normale de saison, il y a quand même pas mal de chances pour qu'aujourd'hui, il fasse un peu plus chaud que les températures de saison. Okay. Donc, on a cette corrélation qui existe et en fait, je vais avoir une persistance. C'est-à-dire que si jamais aujourd'hui je suis corrélé avec hier, mais qu'hier était corrélé avec avant-hier, bah, entre aujourd'hui et hier, il y a une corrélation. Et en fait, le point important, c'est que je peux montrer que cette corrélation entre hier et avant-hier, elle est plutôt de l'ordre de ρ à la 2. La corrélation entre aujourd'hui et avant-hier, elle est de ρ à la 3. Et donc, si jamais j'essaye d'écrire la variance de mes résidus, dans ce cas-là, on a une forme un peu particulière. C'est qu'on peut montrer que la matrice oméga qui va être construite sur mes résidus, si jamais je suppose que mes résidus vérifient une relation de ce type-là, bah, ça va avoir une matrice qui va ressembler à ça. Donc ma matrice des oméga, c'est une matrice très particulière avec des 1 sur la diagonale, puis des ρ, je vais peut-être le changer de couleur, des ρ sur la surdiagonale et sur la sous-diagonale, puis ensuite du ρ carré sur la diagonale juste après, puis juste en dessous. Et donc à chaque fois, comme ça, on va décroître, okay, puisque mon ρ, ma corrélation, elle appartient à 0,1. ρ est plus grand que ρ carré, qui est plus grand que, enfin, en valeur absolue en tout cas, plus grand que ρ carré, plus grand que ρ cube, que ρ puissance 4, etc. Okay. Donc ça, c'est aussi un autre exemple qui fait partie du modèle que je vous présente. Ce oméga va avoir une richesse assez grande, puisque dedans, je peux avoir toutes sortes de choses. Soit des histoires de groupe, soit des histoires de temporalité. Okay. Alors, comment ça se résout? Bah, on a déjà vu un tout petit peu l'idée, c'était de revenir sur l'écriture des moindres carrés et d'introduire cette notion de matrice oméga. Okay, et on verra sûrement apparaître une notion de poids. Donc, l'étape de départ, c'est quoi? C'est de noter que mon modèle, il s'écrit de la manière suivante. Donc, j'ai mon x bêta plus epsilon avec les bruits qui sont centrés, mais la variance des epsilon, tout d'un coup, va faire intervenir donc, cette matrice i au lieu d'avoir, pardon, la matrice oméga au lieu d'avoir la matrice i. Okay, donc, ça, c'était mon hypothèse H2. Je vais ici la simplifier en disant je n'ai plus cette hypothèse H2. D'accord, je ne vais pas la simplifier, je vais généraliser en proposant cette matrice oméga. Okay, qui peut avoir n'importe quelle forme, encore une fois. Ça peut rester diagonale, on a vu qu'il y avait des exemples, mais ça peut être aussi hors diagonale. Alors, hors diagonale, hormis les cas des modèles autorégressifs, j'en connais pas tant que ça. Mais, le hors diagonale va souvent être caractérisé, enfin utile pour les séries temporelles. Mais
voilà, je me place dans le cas général où j'ai cette matrice oméga. Je peux construire mon estimateur MCO. Okay, l'estimateur MCO, il existe tout le temps. L'estimateur MCO, il ressemble à ça. Donc, si jamais j'essaye de regarder ce que vérifie cet estimateur MCO, on peut écrire la variance de mon estimateur, okay, et on obtient tout simplement cette écriture-là. Donc, on obtient la variance de notre estimateur. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'on peut faire un peu mieux. On peut récupérer un estimateur qui aura une variance plus faible. Alors, je vais essayer de le discuter un petit peu. Okay. Donc, ce qu'on peut montrer, c'est que l'estimateur, alors, encore une fois, j'ai oublié d'insister sur une autre propriété importante, ça reste un estimateur sans biais. Donc, le fait d'avoir rajouté, ou plutôt d'avoir élargi mon hypothèse sur la variance, n'aura pas d'impact sur mon estimateur, sur la propriété de l'estimateur, sur son espérance, il restera sans biais. Par contre, ça va avoir un impact sur sa variance. Okay, c'est à peu près la chose la plus importante qu'il faut retenir dans cette capsule, c'est le fait que l'estimateur par MCO, si jamais je relâche mon hypothèse H2 en introduisant ce oméga, ne va pas changer le fait que je construise un estimateur sans biais. Okay, mais je vais récupérer un estimateur qui sera pas forcément terrible, essentiellement parce que la variance est mal estimée. D'accord ? Pourquoi essentiellement ? Donc, j'ai toujours un estimateur sans biais. D'accord ? Le problème, c'est que mon sigma carré, il est mal estimé. Et donc, cet estimateur-là est mal estimé. D'accord ? Donc, je ne sais pas bien estimer cette grandeur-là. Pourquoi ? Parce que mon sigma 2, qu'est-ce que je pouvais dire ? Cet estimateur-là, il va faire intervenir la projection de ma matrice oméga sur l'orthogonale de mes x. Et a priori, ce n'est pas égal à sigma carré. D'accord ? Donc, ça va être gênant parce que ça va donner des illusions. Donc, on va avoir des estimateurs qui ne sont pas très bons. On va avoir l'impression éventuellement que certaines valeurs sont significatives et ne le sont pas. Et donc, on est un peu bloqué. Donc, la méthode, on l'a vu. La méthode, elle consiste à dire bricolons un tout petit peu. Bricolons un tout petit peu et utilisons la matrice sigma-1. Okay, donc, pourquoi j'ai le droit de faire ça ? Parce que j'ai dit depuis le départ que oméga, c'est une matrice qui est définie positive. Et donc, ça admet un inverse, mais ça admet aussi une racine carrée. Okay, donc, une racine carrée dans le sens où si jamais je prends un oméga 1,5 multiplié par oméga 1,5, je tombe sur oméga. Okay, donc, ce qu'on peut montrer, c'est que on peut écrire ce petit modèle-là, donc tout simplement en multipliant. Donc, je vais repartir sur mon modèle de départ. Donc, mon modèle de départ me disait y vaut x bêta plus epsilon. Si jamais je multiplie à chaque fois à gauche par du oméga moins 1, je récupère cet objet-là. Donc, je récupère du oméga moins 1 demi y, ce que je vais appeler y'. Ici, je récupère du oméga moins 1 demi x, que je vais appeler x'. Et je vais avoir ici du oméga moins 1 demi multiplié par epsilon, ce que je vais appeler epsilon'. Et on récupère un modèle qui est relativement simple, qui est ce modèle-là, en x' égale y' bêta plus epsilon'. Mais ce modèle, il est plus intéressant. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, il est homocédastique. Il est homocédastique, il vérifie les deux propriétés qui nous intéressent. Il vérifie H1 et il vérifie H2. Il vérifie H2, pourquoi ? Parce que quand je regarde la variance de mes epsilon', je récupère du sigma 2 en I. Donc en fait, en bricolant un tout petit peu le modèle, je peux construire un modèle qui va être qui va vérifier les hypothèses qu'on avait faites auparavant quand on voulait faire des moindres carrés. Et sous ces deux hypothèses-là, on sait qu'on peut on peut construire un estimateur par moindre carré du coefficient. Et le coefficient, comme par hasard, c'est le même. Donc c'est aussi le gros intérêt de ce modèle-là, c'est que le bêta qui apparaît dans les deux modèles est rigoureusement le même. Okay, donc ce que je sais, c'est que je sais estimer ce coefficient bêta dans ce nouveau modèle, tout simplement parce que j'ai le droit de faire des moindres carrés. J'ai le droit de faire les MCO dans ce modèle-là. Et ça, l'estimateur par MCO dans le modèle prime, c'est ce qu'on va appeler l'estimateur par MCG. Okay, l'estimateur par MCG, c'est tout simplement cet estimateur dans lequel je remplace mon x transposé x moins 1, x transposé y par x' transposé x' moins 1, x' transposé y'. Okay, et ça, quand je substitue, on retrouve l'expression qu'on avait déjà observée, qui est une matrice de poids, tout simplement, qui intervient. Okay, donc ça revient à faire en fait des moindres carrés pondérés. Alors, avec la petite subtilité qui est que comme ma matrice oméga n'est pas diagonale, c'est un peu plus compliqué. Les poids n'ont plus une interprétation de poids individuels, c'est un peu plus compliqué à écrire, mais on retrouve exactement la formule qu'on avait vue dans la régression pondérée. D'accord ? Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est intéressant parce que j'ai la propriété de Gauss-Markov dans mon second modèle. Okay, Gauss-Markov me dit que l'estimateur que j'ai construit, c'est-à-dire l'estimateur par moindre carré dans le modèle prime, c'était l'estimateur linéaire de variance minimale du paramètre bêta. Okay, donc, on a un autre estimateur linéaire, qui était ce bêta MCO. Mais dans ces cas-là, on sait forcément que ma borne 1, c'est celle-là. Donc, on a construit un estimateur qui était de variance plus faible. Donc, on a un estimateur qui est, on peut montrer qu'il est sans biais, d'accord, mais surtout qui a un estimateur de variance plus faible. Donc, on pourrait être intéressé par le regarder. J'ai l'impression que j'ai répliqué 2 fois la même phrase.
Et donc, on a un estimateur qui est plus intéressant. D'accord? Donc, je vous réécris juste le fait que quand j'ai une matrice diagonale, en fait, on retombe sur l'interprétation en termes de poids. Okay, quand j'ai une matrice diagonale avec des poids pi, ben, en fait, l'estimateur par MCG, c'est tout simplement obtenu en minimisant cette fonction-là, qui revient en fait à introduire une fonction de poids, okay, qui va être l'inverse des éléments qui apparaissent sur la diagonale de oméga. Okay, donc, dans le cas des matrices diagonales, on retrouve l'interprétation des poids dont j'avais déjà parlé. Donc, finalement, on a rebouclé la boucle. Okay, et donc, on est retombé sur ce que j'avais raconté. La seule subtilité, la seule chose que je rajoute ici, c'est que si jamais j'ai une matrice oméga qui n'est pas diagonale, on peut quand même faire des choses qui ressemblent. Okay, on n'a plus cette écriture en termes de poids, mais on a quelque chose de plus général. Donc, j'avais fait une capsule dédiée au poids, et donc à cette matrice oméga diagonale. Ce que je vous dis, c'est qu'en fait, je peux faire la même chose dans le cas de mon diagonale. OK? Je vais m'arrêter là. Encore une fois, les MCG sont un petit peu à la limite du homocédastique, mais il faut quand même savoir que dans le cas hétérocédastique, pardon, on est quand même capable de faire des choses. La seule chose, c'est qu'il faut capturer ce oméga. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut connaître ce oméga. Okay, c'est un petit peu le point important dans cette partie, c'est que si jamais je connais oméga, je peux l'utiliser pour récupérer un estimateur qui sera bien meilleur, même si l'estimateur par MCO reste intéressant, il est sans biais, mais il sera de variance un peu trop importante. Okay, je vais m'arrêter là et on se retrouve bientôt pour d'autres cas.